Au 16e siècle, plusieurs pays très puissants d'Europe, comme la France et l'Angleterre, organisent des grands voyages d'exploration aux quatre coins du globe. Leur but était de faire du commerce et devenir plus riches. Quand les premiers Européens arrivent sur le territoire, les gens des Premières Nations les trouvent intrigants et intéressants. Ils ont envie de leur parler et d'échanger, mais surtout, ils ont envie de découvrir tous les objets fascinants et les nouvelles technologies que les nouveaux venus apportent avec eux. Toi, n'es-tu pas curieux quand un camarade de classe apporte un jeu que tu ne connais pas? Et rapidement, les Premières Nations et les Inuits font du commerce et créent des alliances avec les Européens. Tout ça de la même façon qu'ils le faisaient entre eux depuis longtemps. C'est pas facile de se repérer dans un territoire qu'on ne connaît pas, ni de s'adapter à un climat vraiment différent de celui auquel on est habitué. Si tu arrivais dans le Grand Nord sans de bottes, sans de manteau et sans de carte pour te repérer, tu serais bien mal pris. Pour les Européens qui débarquaient sur cette terre inconnue, c'est la même chose. Afin de survivre, ils échangeaient avec les Premières Nations et les Inuits qui les aidaient et partageaient leurs connaissances. Si on pense notamment à Cartier en 1535, là, ici au parc Jean-Brébeuf, dans la région de Québec, où ils ont tardé à partir. Et puis leur bateau, les Mérions, étaient pris dans les glaces et puis ils ont été forcés à passer l'hiver à Québec. Et ils étaient tous en train de mourir de scorbut parce qu'ils n'étaient pas prêts à affronter l'hiver, qu'ils connaissaient à peine. Donc, c'est encore les Indiens, ce qu'on a appelé les Iroquois du Saint-Laurent, qui sont venus les sauver pendant l'hiver. Sinon, l'ensemble de tout l'équipage de M. Cartier aurait péri pendant cet hiver. C'était la même chose en 1608. Quand Champlain est arrivé à Québec, ils étaient à peu près 25 ou 30 personnes. Puis au printemps de 1609, il y en avait plus que la moitié qui étaient décédés pendant l'hiver, à cause des rigueurs de l'hiver, etc. Les nouveaux venus arrivent, ils ont des nouvelles technologies, ils ont accès au fer, ils ont accès à toutes sortes de choses qu'on n'a pas. Et en plus, ils ont des armes à feu. Donc là, ça devient extrêmement intéressant. Donc, Champlain et les Français, oui, venaient avec nous parce que, justement, l'année prochaine, on avait pensé faire un coup sur nos ennemis. Donc là, on amène les armes à feu pour faire peur à notre ennemi. T'sais? Donc, l'insertion de ces nouveaux arrivants-là de l'Europe est juste une suite logique du système d'alliance autochtone qui existait depuis toujours. Tu l'as compris. En ce temps-là, les Européens avaient beaucoup d'avantages à échanger avec les Premières Nations. Et l'inverse était vrai aussi. On peut dire qu'il y avait un certain respect entre eux. Quant aux Inuits, ils collaboraient aussi avec les nouveaux venus. Ils leur donnaient du poisson pour manger et leur fabriquaient des vêtements. La relation que les Inuits avaient avec les baleiniers commerciaux à l'époque. Bon, les baleiniers sont venus dans des eaux où les Inuits vivaient, sur des îles, près de la mer, sur Baffin, le nord du Québec, partout. Parce qu'ils cherchaient de l'huile de baleine qui a été besoin en Angleterre ou en France ou je ne sais pas où, en Amérique aussi. Alors, c'est, je pense, vraiment les premiers Chalunat que les Inuits commençaient à avoir des relations avec. Donc, les Inuits travaillaient pour les baleiniers parce que les Inuits savaient chasser les baleines, où que la baleine peut être. Et donc, en travaillant pour les baleiniers, ils ont eu des biens en retour. Puis, c'était pas juste des biens matériaux qu'ils ont eu des enfants aussi, des baleiniers. Les Premières Nations et les Inuits ont échangé bien des choses avec les nouveaux arrivants. Du métal, des fusils, des canots, des fourrures, mais ils ont aussi échangé des vœux de mariage. Parmi les premiers groupes de personnes arrivées d'Europe, il y avait beaucoup d'hommes
et peu de femmes. Alors, qu'est-ce qui est arrivé d'après toi? Et oui, il y a eu des mariages entre les hommes européens et les femmes des Premières Nations. Et bien sûr, ils ont eu des enfants ensemble. Des enfants, il y en a eu beaucoup. Ces enfants et leurs descendants ont formé un nouveau peuple, les Métis. Le peuple métis a commencé dès le début, parce que si on regarde à l'histoire, les femmes qui sont venues, les premières femmes blanches qui sont venues de la France avec au même temps que le régiment de Carignan. Puis c'était les filles du roi. Puis si on pense aux filles du roi, dans une période de 150 ans, il n'y a pas été tellement de femmes qui sont venues, de femmes blanches. Je pense que c'était peut-être une couple de centaines. Mais le régiment de Carignan, c'était 8000 hommes. 8000 hommes français qui sont venus. Puis plusieurs sont demeurés. Ça fait que de dire que, tu sais, il y en a qui disent « Ah oui, ils sont métissés, mais il n'y avait pas de communauté métisse. » C'est pas vrai, parce qu'il y avait plusieurs communautés métisses. Il y avait même, c'est là, la langue Michif vient de ça, vient de cette interaction. C'est de ces relations que les premières communautés métisses ont été développées. Avec le temps, les Européens s'habituent à leur nouvel environnement. Ils pensent qu'ils n'ont plus vraiment besoin des Premières Nations pour se débrouiller. Peu à peu, ils respectent de moins en moins les Premières Nations. C'est que les valeurs de partage et d'égalité ne faisaient pas vraiment partie de leur habitude. Les Européens sont de plus en plus nombreux à arriver et ils imposent leur façon de faire. C'est dommage. C'est un peu comme si tu avais un bon ami qui te montrait comment jouer au hockey et que, quelques années plus tard, tu sortais de ton équipe. Ce serait un peu injuste, non? C'est triste quand on regarde qu'est-ce qu'on a fait de tout ça, de cette richesse-là, puisque malheureusement, il y a beaucoup qui a été perdu, qui a été tassé, qui a été négligé, qui a été banni. Au départ, les Blancs, on va les appeler comme ça, les Européens, quand ils arrivent ici, doivent se faire allier, doivent en faire des alliés à ces peuples-là, parce que, un, ils connaissent pas le territoire, et deux, ce sont les Autochtones qui le contrôlent, le territoire, qui contrôlent les voies d'accès et qui connaissent comment se déplacer sur ce territoire-là. C'est toute une autre paire de manches ici, là, en Amérique. Et puis, donc, on en fait des alliés, mais là, le rapport de force change, parce que l'immigration massive entre en ligne de compte, en même temps que la population autochtone diminue de façon drastique. Donc, le rapport de force change. Et plus tard, c'est ce qui va arriver, c'est que les Européens vont être en mesure d'imposer de plus en plus leur façon de faire, leur volonté, et de transformer ce qui était l'Amérique.